Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver après une longue absence. Ça fait longtemps que j'avais envie de refaire cette séance avec vous donc pour parler de parentalité et de psychédélique. Mais voilà, je travaille beaucoup et ça a été compliqué de trouver un petit peu de temps pour ça. Donc c'était une conférence qui m'a été demandée par l'antenne de Bordeaux de la Société psychédélique française en septembre dernier. Et voilà, j'avais envie de refaire cette séance sur YouTube parce que je pense que c'était intéressant, les thématiques qui ont été abordées. Et voilà, j'avais envie de le refaire pour vous. Je vais faire deux disclaimers, je fais pas ça d'habitude, mais je vais le faire là. La première chose, c'est que moi, je veux pas d'enfants. Donc, je suis pas concernée par la thématique. Je trouve que c'est évidemment très, très intéressant, mais je pense que c'est important de le préciser quand même. Et d'ailleurs, ça a été des discussions après la conférence très riches, en fait, avec des gens qui, eux, étaient parents et qui avaient beaucoup de choses à dire, beaucoup de questions aussi, en fait autour de ces thématiques pour lesquelles moi j'avais évidemment pas de réponse, mais il y a eu une discussion très riche à l'issue de la présentation. La deuxième chose, c'est que évidemment cette vidéo n'encourage pas à la consommation de substances illégales. Je dis jamais ça, c'est évident, je le suppose en tout cas, mais pour une thématique comme celle-là, et avec les choses que je vais présenter, je pense que c'est quand même important là de le dire. Donc j'encourage ni à la consommation des parents, ni à la consommation des enfants, évidemment. Ce que je vais présenter ici, c'est des informations historiques, ethnologiques, anthropologiques, et puis une documentation un peu en sociaux des choses qui se passent aujourd'hui autour de ces substances. Alors, je vais vous partager mon PowerPoint. On va le faire à nouveau à l'ancienne. J'ai pas le temps de me former à faire ça mieux. Donc, pour une petite présentation rapide, j'ai changé d'affiliation entre les dernières vidéos et celle-là, donc je suis plus au Canada, ça y est, je suis rentrée en France. Maintenant, je suis en post-doctorat à l'INSERM à Paris. Je suis toujours docteur en histoire, spécialiste d'histoire de la médecine et des psychotropes. Et puis, vous avez mes informations de contact ici. Alors, la thématique parentalité et psychédélique, elle est très importante. Elle l'est d'autant plus que ces dernières années, la consommation de psychédéliques dans la population générale augmente beaucoup. Elle aurait doublé d'après les statistiques qui sont très critiquables, hein. Un jour, je ferai un contenu sur ça pour expliquer un peu comment on mesure les usages. C'est du déclaratif, donc forcément pour des substances qui sont illégales, eh ben, on sous-évalue en fait le nombre de personnes qui en consomment réellement. Mais le fait est que le nombre de ces personnes qui avouent avoir consommé des substances illicites psychédéliques a doublé ces dernières années en France. Donc évidemment, parmi ces personnes, bah, il y a des personnes qui sont parents, qui vont le devenir, ou qui sont des jeunes, des ados, des jeunes adultes. Donc c'est une thématique qui est importante, mais finalement, il n'y a pas beaucoup de travaux, que ce soit dans les études biomédicales, donc pour étudier l'impact que ça a sur, par exemple, sur les enfants des populations qui utilisent des psychédéliques de manière traditionnelle de consommer ces substances, sur les femmes qui sont enceintes ou qui allaitent, et puis aussi sur l'impact que ça a dans la vie de parents. On va parler de toutes ces thématiques-là, mais il y a finalement assez peu d'études biomédicales sur le sujet. Et de l'autre côté, il n'y a pas non plus beaucoup d'études en sciences humaines et sociales. Je vous ai mis ici un numéro de MAPS. Alors MAPS, c'est la principale association de défense des psychédéliques au niveau international. Elle a été fondée par Rick Doblin en 1985, au moment où la MDMA venait d'être interdite aux États-Unis. Et donc c'est une association qui milite à la fois pour le retour des essais cliniques sur les psychédéliques élargis, puisque ça part à la base de la MDMA. Donc un retour des essais cliniques, ils les financent, hein, c'est vraiment eux qui ont beaucoup participé à ce qu'on appelle aujourd'hui la renaissance psychédélique, mais aussi plus largement, en dehors des usages médicaux, ils militent aussi pour une évolution législative et pour une légalisation de ces substances. Donc MAPS, c'est vraiment la grosse asso au niveau international, et vous voyez qu'en 2004, ils ont fait un numéro spécial qui est disponible en ligne sur ces questions. Évidemment, ça n'est pas traduit en français, je le répète, je le dis à chaque fois, rien d'intéressant sur les psychédéliques qui est écrit en anglais n'est traduit.
Le chercheur qui est le plus investi dans ce travail sur l'analyse des liens entre parentalité et consommation de psychédéliques, c'est le Brésilien Glauber Loures de Assis, qui est sociologue. Il travaille au sein de Santo Daime, qui est un groupement religieux au Brésil syncrétique, donc qui mélange des éléments de religion, de tradition spirituelle traditionnelle avec des éléments de la religion chrétienne. Il est aussi membre de Chacruna et c'est vraiment lui qui étudie le plus ces questions aujourd'hui. Vous allez trouver plein d'articles, mais aussi sur YouTube, plein de conférences, hein. Il participe à plein de choses. Ce chercheur, il est aussi sur Instagram si vous voulez le suivre. Et il parle lui-même de ses expériences liées à l'ayahuasca, en lien avec ses enfants. Il a accompagné sa femme pour un accouchement difficile pour leur premier enfant. Et dans la tradition de sa communauté, quand l'enfant naît, on lui donne une goutte d'ayahuasca au moment de sa naissance. Donc voilà, c'est à la fois des témoignages et des recherches qui sont hyper intéressantes si vous voulez aller voir ça. Alors du côté français, il n'y a pas grand-chose, ou en français, il n'y a pas grand-chose. Il y a une conférence, enfin un symposium qui a eu lieu en 2017 dans le séminaire de l'EHESS dirigé par Alessandro Stella qui s'appelle Les drogues en famille. C'est accessible en ligne. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et par exemple, un numéro de ASUD, donc ASUD qui est l'une des associations de réduction des risques pionnières en France. ASUD avait fait en 2014 aussi un numéro sur le sujet. Donc vous voyez que là, on ne parle pas seulement de psychédéliques, et ça c'est très important pour moi. La conférence qui m'a été demandée, c'était sur les psychédéliques, mais en fait il y a plein de choses dont je vais parler, plein de thématiques qui ne concernent pas spécifiquement les psychédéliques. Vous savez que moi je déteste ça, mettre les psychédéliques à part et en faire des substances qui seraient les bonnes drogues, et puis à côté il y aurait les méchantes drogues, et avec ça des méchants consommateurs et consommatrices. Donc moi je fais pas ça, je fais pas cette distinction entre psychédéliques et les autres psychotropes. Et donc vous voyez que ici, c'est des thématiques globales qui sont traitées. Alors malheureusement, le numéro d'Asud, il n'est pas accessible en ligne, la page ne marche pas. Donc si jamais vous avez un autre lien, n'hésitez pas à me l'envoyer, je le mettrai dans la description. Mais voilà, malheureusement, ce numéro n'est pas accessible en ligne. Alors, comment est-ce qu'on peut traiter cette question parentalité et psychédélique ou psychotrope en général? Bah, j'ai décidé de faire trois espèces de pôles qui seront traités un petit peu en parallèle tout le temps. Il y a la question de consommer quand on est soi-même parent. Qu'est-ce que ça implique dans notre parentalité, dans notre compréhension de ce que c'est être parent, notre bien-être éventuellement, ou au contraire, ça peut engendrer évidemment des soucis. Informer ses enfants à la fois sur ce que c'est que les psychotropes en général, sur comment consommer de manière sûre, sur le fait que soi-même on consomme parfois, hein, c'est aussi une question, on va le voir, qui revient beaucoup. Et puis il y a la question de faire consommer les enfants. Alors ça évidemment, ça concerne plutôt les sociétés traditionnelles qui font un usage de psychédéliques de manière rituelle depuis quelques centaines, voire quelques milliers d'années parfois. Mais c'est une question qui est évidemment centrale. Alors je vous ai mis deux illustrations ici. On a d'un côté Maria Sabina, qui est la curandera mazatèque, qui a permis aux Occidentaux de découvrir les champignons à psilocybine, qui est photographiée pendant une cérémonie avec sa fille, et la légende de la photo ne nous dit pas qui est le petit garçon, mais c'est pour vous montrer que dans la plupart des sociétés traditionnelles qui utilisent des psychédéliques, les enfants sont totalement inclus dans les cérémonies, il n'y a pas du tout un tabou autour de ces pratiques, c'est pas des espaces qui sont réservés aux adultes et les enfants en sont exclus. Donc ils ont l'habitude de baigner là-dedans, ils ont l'habitude depuis leur toute petite enfance de voir des adultes dans un état modifié de conscience, de maîtriser aussi le vocabulaire qui est utilisé pour décrire ces expériences. Donc voilà, il n'y a pas de rupture comme on l'a dans nos sociétés à nous occidentales entre une enfance qui serait et on va voir que c'est pas si vrai, mais une enfance qui serait protégée et pour laquelle on ne mettrait pas en confrontation avec des états modifiés de conscience. Et puis tout à coup, à l'adolescence ou au début de l'âge adulte, on découvre de manière parfois assez violente ces produits avec tous les problèmes que ça peut engendrer. Donc ça, c'est vrai dans le passé, mais vous voyez ici une photo récente d'une petite fille avec un cactus peyote dans la main.
Alors moi, j'ai eu la chance de pouvoir documenter, observer ces pratiques-là, puisque j'ai participé à une cérémonie au Peyote au Canada en 2024. C'est vraiment un privilège énorme parce que ces cérémonies, c'est pas du tout comme les cérémonies à l'ayahuasca. Il n'y a pas de tourisme là-dessus. C'est très secret, c'est très privé, c'est réservé aux membres de la Native American Church, qui là aussi est une religion syncrétique qui existe en Amérique du Nord. Et donc même, par exemple, si vous connaissez Hamilton Morris, le journaliste qui faisait les vidéos de Vice, dans lesquelles il faisait des reportages sur les consommations de psychotropes dans le monde, il y a tout un épisode sur le peyote, et donc que moi j'ai regardé avant de faire ma cérémonie pour voir un peu ce qui allait m'arriver. Et en fait, on ne voit rien dans son épisode à lui. Il n'a pas eu du tout accès à la cérémonie telle qu'elle se pratique, telle que moi j'ai eu la chance de la vivre. Donc voilà, je peux pas vous, de toute façon, c'est pas le lieu ici de la présentation, je peux pas vous dire exactement comment ça se passe. J'ai évidemment pas eu le droit de prendre de photos. La seule photo à l'intérieur ici, c'est le moment où je venais de m'asseoir et donc j'ai pris la photo. La cérémonie n'avait pas encore commencé. Ensuite, on a le droit de se lever à deux reprises pendant la nuit et on avait le droit de prendre une photo de l'extérieur du tipi. En tout cas, vous voyez qu'il y a des enfants qui participent. La photo ici au centre n'est pas devant moi, c'est celle de l'historienne Erika Dick. Mais pendant la cérémonie, il y avait un petit garçon à côté de moi qui devait avoir 3 ans à peu près, qui a mangé un petit bouton de peyote et puis au bout d'un moment, il s'est endormi. Il y avait deux petites filles qui étaient plus jeunes qui, elles, n'ont pas consommé et qui se sont endormis très rapidement, voilà, et qui sont restés là pendant toute la cérémonie. Et il y avait un jeune garçon qui devait avoir 12-13 ans, qui lui était en train d'apprendre le rôle de maître du feu que tient son père. Et donc pendant toute la cérémonie, il faisait il accompagnait son père dans toutes les différentes pratiques, les rituels qu'il faut faire quand on est soi-même maître du feu. Donc c'était hyper intéressant à voir. J'ai oublié de dire, je ne dis pas si moi j'ai consommé du peyote pendant cette cérémonie, je parle pas de mes usages possibles ou pas de psychotropes de manière générale, je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, je donne les raisons dans une autre vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir ça si ça vous intéresse. Donc voilà, les enfants sont totalement intégrés dans la cérémonie, ça fait partie des choses qu'ils vivent, pas de manière quotidienne, hein. La cérémonie, elle se déroule quand la communauté a un problème, quand elle a quelque chose à régler. Donc ça peut se faire parfois une fois par mois, parfois pendant plusieurs mois, on n'en fait pas. Mais donc les enfants sont parfaitement intégrés dans ces cérémonies et ça fait souvent partie d'un rite de passage aussi. Donc ils sont insérés et puis au bout d'un moment, il va y avoir une cérémonie particulière où l'enfant va passer de l'âge de son statut d'enfant justement à un statut plus adulte. Alors dans la Native American Church, les enfants, ils peuvent consommer quand ils veulent, dans les doses qu'ils veulent, à l'âge où ils veulent. Donc, quand ils se sentent prêts, ils commencent à en manger. C'est pas bon, le goût est très difficile, ça donne envie de vomir en plus, le peyote. Donc, c'est un apprentissage hein, pour les enfants de consommer ce produit-là. Donc, ils en consomment un petit peu, puis de plus en plus. Et puis, quand ils sont prêts, à une période d'âge qui se situe entre 10 et 14 ans, ils peuvent faire la demande de rester réveillé pendant l'ensemble d'une cérémonie et de consommer une dose adulte. Et donc c'est à ce moment-là que se passe le rite de passage et qui vont effectivement être dans un autre rôle au sein de la communauté ensuite. Je vous ai mis une autre illustration ici du Bwiti, qui est une cérémonie qui se déroule au Gabon en lien avec l'iboga. Alors l'iboga qui n'est pas un psychédélique classique parce que ça a des effets différents, ça a aussi une dangerosité qui est un peu plus forte que les psychédéliques classiques. En tout cas, au Gabon, on consomme cette substance lors de cérémonies et les enfants euh, peuvent en consommer dans le cadre de rites de passage où on organise ce qui s'appelle une naissance symbolique. Donc ça se déroule entre 8 et 13 ans. C'est le moment où l'enfant va voir ses ancêtres, va recevoir un nom et accède du coup à un nouveau statut. Alors, ce que j'ai trouvé très intéressant quand j'ai fait ces recherches, alors je ne suis pas spécialiste moi de ce sujet, hein, donc il y a certainement plein de choses plus approfondies, plus précises à dire, n'hésitez pas, hein, d'ailleurs si vous avez des informations, à les dire en commentaire. Mais en tout cas, ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est que les femmes ne sont pas du tout exclues de ces cérémonies et les petites filles non plus. Donc elles ont certainement des rôles qui leur sont spécifiques. Par exemple, moi, quand j'étais dans la cérémonie
au Canada, les femmes, elles s'occupent notamment d'apporter la nourriture et l'eau à certains moments de la cérémonie. Et ici, dans le Bwiti, c'est aussi elles qui ont un rôle de réassurance, de réconfort, parce que c'est des cérémonies qui sont très longues, qui sont très éprouvantes. Donc c'est intéressant, je trouve, de voir que, en tout cas dans certaines communautés, dans certaines traditions, bah, les femmes sont pas du tout exclues. Et on va revenir sur ça après. Il y a même des mythes qui sont spécifiquement liés aux femmes dans ces traditions-là. Alors qu'en est-il chez nous de ces consommations de psychotropes, de psychédéliques? Bon, évidemment, historiquement, on n'a pas consommé de psychédéliques en Occident, hein. C'est une société qui découvre ces substances seulement à la fin du 19e siècle, et ça pour les scientifiques, hein. Il faut attendre les années 60 vraiment pour que le grand public découvre ces substances. Donc nous, c'est l'alcool, hein, évidemment, qui prend ce rôle-là de substance qui fait de la cohésion sociale, qu'on utilise pendant des moments de fête. Alors je vous ai mis le buvard ici, ça me fait mourir de rire, de faire un buvard dans un truc sur les psychédéliques, voilà. Pour celles et ceux qui sont trop jeunes, les buvards, c'était quand on écrivait encore à l'encre. C'est un morceau de tissu qui permet de ne pas faire de taches. En tout cas, voilà, c'est cette substance-là que les enfants étaient amenés, comme on le voit sur la photo ici, à consommer très jeune, qui était totalement normalisé, et les enfants voyaient très régulièrement des adultes autour d'eux dans un état modifié de conscience euh, très important. Ce qui est intéressant de noter, c'est que l'alcool, ça a des effets psychotropes qui sont très forts par rapport à certaines substances. Par exemple, le peyote, c'est très léger comme effet. Il faut vraiment en manger beaucoup, beaucoup pour avoir des effets psychédéliques un peu intenses. C'est pas le cas de l'alcool, hein. L'alcool, ça crée des effets très forts. Et d'ailleurs, c'est même mortel, hein, pour les enfants à l'âge du petit garçon là. Alors évidemment, c'est des enfants qui sont habitués en fait à boire de l'alcool depuis longtemps, donc c'est moins toxique pour eux, mais ça l'est quand même. Bon, ça, c'est notre histoire. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, finalement, c'est toujours assez présent, hein, étonnamment pour moi en tout cas. On continue en fait à normaliser totalement la consommation d'alcool pas chez les enfants, mais autour des enfants. Donc, je vous ai trouvé ici un billet de blog d'une maman qui fait un blog de voyage, et là, elle raconte comment elle est allée à l'Oktoberfest avec ses enfants. Donc, on voit des enfants qui sont habitués à utiliser du coup des chopes, même s'il y a de l'eau dedans, qui voient des gens autour d'eux qui doivent être dans un état d'alcoolisation massive et qui sont pas forcément dans des comportements très sociaux malheureusement. Et je vous ai mis un autre exemple ici d'un article de presse cette fois récent de 2025. L'autre aussi c'était 2023, je sais plus s'il y avait la date. En tout cas ici, les fêtes de Bayonne qui sont reconnues aussi comme des espaces de consommation massive d'alcool, avec un article qui nous dit une journée pour transmettre les codes de la fête aux enfants, où on voit des parents qui sont en train de faire la queue au bar pour avoir un verre de vin. Donc, on habitue les enfants à ce type de consommation qui peuvent être malheureusement très risquées, hein. L'alcool, c'est une des substances psychotropes les plus dangereuses. Alors, qu'en est-il vraiment des psychédéliques? Bah, comme je vous disais, en fait, au début, en Occident, c'est surtout des substances qui sont utilisées dans un cadre scientifique ou médical, et pour les enfants, spécifiquement dans le cadre de l'autisme. Alors, j'ai fait toute une conférence sur le sujet. Vous avez l'illustration ici, je vous mettrai le lien dans la description. Donc, je ne vais pas refaire ça maintenant, mais simplement pour faire un résumé. Dans les années 60 aux États-Unis, on a administré du LSD chez les enfants, chez des enfants autistes. Alors, on retrouve dans la littérature scientifique 113 enfants qui sont décrits. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que 113 enfants qui ont reçu du LSD dans cette indication pendant cette période. Ça veut juste dire que c'est eux qu'on présente dans des études médicales, scientifiques. Ils ont entre 4 et 13 ans, donc vous voyez que c'est des enfants qui sont très jeunes, et vous voyez que les doses varient aussi considérablement. Alors il y a des pratiques qui sont très différentes selon les services. Il y a certains services où le LSD est donné comme un médicament traditionnel, donc on leur en donne une petite dose, pas une microdose, hein. Les microdoses ne sont pas étudiées à cette époque-là, mais on donne une petite dose tous les matins aux enfants. Et donc on ne cherche pas à produire une expérience psychédélique, puisque si on donne tous les jours comme ça, ben, il n'y a plus d'effet psychique, mais on cherche à avoir des résultats thérapeutiques dans la sociabilité notamment, ou dans le contact vraiment verbal, avec des résultats qui semblent être bons selon les critères de cette époque-là. Donc ça, c'est vraiment une administration biochimique traditionnelle. Et puis, il y a d'autres services dans lesquels, là, les médecins vont essayer de faire de la psychothérapie assistée par psychédélique. C'est le cas du service de Carrie Fisher que vous avez ici à droite, avec
Notamment une petite fille qui s'appelle Nancy, qui va très très mal, qui est proche de mourir, en fait, de se laisser mourir dans le service, et qui, après quelques séances au LSD, va aller vraiment beaucoup beaucoup mieux, au point de pouvoir retourner à l'école. Donc c'est une étude qui est très très belle. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ça. Malheureusement, à la fin des années 60, enfin même au milieu des années 60, Gary Fisher n'a plus l'autorisation d'utiliser du LSD, donc il va devoir arrêter les administrations. C'est un drame pour les enfants du service. C'est assez dur de lire d'ailleurs les témoignages. Et on n'a pas de suivi sur les résultats, en fait, sur le long terme de ces administrations, parce que Gary Fisher est revenu au cours des années 70 dans l'hôpital pour essayer d'avoir des infos sur qu'étaient devenus en fait les enfants qu'il avait pris en charge, et l'hôpital a refusé totalement de lui donner accès aux dossiers médicaux en disant on veut surtout pas qu'il y ait de publicité autour de ça, on veut pas qu'il y ait des médias qui disent regardez, dans cet hôpital on a donné du LSD à des enfants il y a quelques années. Donc malheureusement on ne sait pas ce qu'est devenu Nancy, on ne sait pas ce que sont devenus les autres enfants. Alors au-delà de ces usages euh, dans un cadre médical, évidemment, en Occident, c'est surtout les consommations à partir des années 60 des jeunes de la contre-culture qui inquiètent beaucoup. Vous avez une petite vidéo à droite sur YouTube qui est disponible d'un jeune homme, un jeune ado, même en 1969, que sa mère a envoyé en hôpital psychiatrique parce qu'il consommait du LSD. Il a un discours assez intéressant, un peu mystique, mais assez intéressant quand même. Voilà, c'est en tout cas la consommation par les jeunes, et surtout par ces jeunes qui se rebellent, qui veulent pas aller se battre au Vietnam, qui veulent des droits pour les femmes, pour les noirs, pour les homosexuels, qui veulent se libérer des contraintes, vous voyez, même des vêtements, des contraintes de genre aussi. On se laisse pousser les cheveux, les hommes portent des jupes, les filles portent des pantalons. Bon, tout ça, ça inquiète énormément évidemment la société conservatrice américaine. Donc c'est vraiment vécu sur le mode de la panique morale, et ça l'est toujours évidemment aujourd'hui. Le petit extrait que je vous ai mis en bas à droite, c'est une BD qui a été adaptée des travaux de l'historienne Erika Dick. C'est une super BD qui n'a pas été traduite, mais qui est très accessible. Vous voyez que c'est des petits textes très courts sur chaque image. Donc je vous mettrai aussi l'info dans la description. C'est une BD qui est très sympa si jamais vous lisez un petit peu l'anglais. Alors, je vais prendre deux grandes figures du champ des psychédéliques pour illustrer un petit peu comment eux se sont positionnés vis-à-vis de leur propre consommation ou des consommations éventuellement de leurs enfants. Donc, on va commencer avec Rick Doblin, qui est le fondateur de MAPS, dont je vous ai parlé au début de la vidéo. C'est un personnage, Rick Doblin, hein. Il n'hésite pas à dire des dingueries dès qu'il peut, surtout maintenant qu'il devient un peu âgé. Voilà. Il dit par exemple qu'il donne de la MDMA à son chien pour qu'il ne soit pas trop anxieux, voilà, ce genre de choses. En tout cas, là récemment, il a fait quelques interventions qui sont accessibles sur YouTube d'ailleurs, dans lesquelles il parle de sa relation avec ses enfants liés aux psychédéliques, et il dit notamment qu'il a proposé avec sa femme à ses enfants de faire une sorte de rituel de passage avec eux à leurs 13 ans, en leur proposant de prendre soit de la MDMA, soit du cannabis ensemble. Donc pourquoi à 13 ans? Parce que lui, il a été très déçu de sa c'est dur à dire, bar mitzvah qui se passe à 13 ans. Et donc il avait envie d'offrir quelque chose d'autre à ses enfants. Évidemment, ces enfants ont refusé, et on les comprend. C'est peut-être un peu bizarre de prendre de la MD avec ses parents à 13 ans. Donc tous ont refusé, sauf une de ses filles qui a accepté, mais à 15 ans, et elle a fumé un joint avec eux. Voilà. Alors en tout cas, il dit que ça a été, pour lui, ça a été la meilleure stratégie de lutte contre les stupéfiants, parce que il dit ensuite que ses enfants n'ont jamais consommé d'autres drogues. On reviendra sur ça avec l'autre personne que je vous présenterai après. Il y a un peu cette croyance que finalement, non seulement si on parle librement des psychotropes à ces enfants et qu'on leur laisse consommer des substances qui sont considérées comme moins dangereuses, bah, ils vont pas aller vers des substances plus addictives, plus toxiques, etc. Bon, c'est très à nuancer, et ça c'est Rick Doblin, mais je vous le dis, je vous transmets ce qu'il en dit. Alors, il explique aussi qu'il a parlé très tôt de
des psychotropes et des états modifiés de conscience avec ses enfants. D'abord, donc toujours en s'adaptant à leur âge, d'abord en comparant l'expérience au fait de rêver. Il dit aussi d'ailleurs que à cet âge-là, ça lui a permis l'usage à lui de psychotropes, ça lui a permis de lire et de relire et de relire encore les livres que ses enfants voulaient qu'il lise parce que du coup il était high et ça lui allait très bien comme ça. Et puis plus grand, ça a engendré des discussions beaucoup plus profondes sur ce que c'est qu'un psychotrope, qu'est-ce que c'est que la législation qui se met en place pour interdire certaines modifications de l'esprit mais pas d'autres, le droit de pouvoir explorer sa conscience, etc. Donc c'est intéressant de voir comment à partir du sujet des psychotropes, il a eu des discussions finalement très approfondies sur plein de domaines avec ses enfants. Alors l'autre exemple que je voulais vous donner, c'est celui de Betty Eisner. Donc si vous suivez un peu mes travaux, vous connaissez Betty Eisner, mais je vais la présenter un peu rapidement quand même. Elle fait partie des 5 thérapeutes les plus importants de la première vague d'études médicales sur les psychédéliques occidentales entre les années 50 et 70. C'est une psychologue, elle travaille aux États-Unis. Et c'est elle, par exemple, qui va dire il faut jamais laisser les patients seuls, il faut toujours un homme et une femme avec eux. Alors pour elle, c'est pas papa-maman, c'est pas hétéronormé comme ça. Au contraire, en fait, pour elle, c'est juste d'avoir des personnes différentes dans la pièce pour favoriser le processus de transfert. Elle est très woke pour son époque, Betty Eisner, sur ces questions-là. Elle fait pas de thérapie de conversion, par exemple, alors que la plupart des autres thérapeutes de l'époque en font. Et elle s'intéresse beaucoup à la fluidité de genre. On ne parle pas de ça à cette époque, hein. Donc elle dit, elle n'a pas ces mots-là, mais à voilà, quelque chose qui se situerait entre le masculin et le féminin. Donc sur ces questions, c'est une personne très intéressante. Bref. Betty Eisner, c'est aussi la première à dire il faut utiliser de la musique, le toucher est thérapeutique dans les sessions avec psychédéliques, etc. Donc c'est une thérapeute essentielle qui va être très innovante dans la psychothérapie assistée par psychédélique, mais qui est aussi très controversée, très problématique, parce que progressivement, au cours des années 60, elle va verser de plus en plus dans la parapsychologie, jusqu'à créer une sorte de secte avec un groupe de ses patients. Et elle a un patient qui décède en 1976, ce qui fait qu'on lui retire sa licence de psychologue. Donc sa carrière officielle s'arrête, mais évidemment elle continue un peu à pratiquer en underground. Et elle va être très importante aussi dans les débuts de la Renaissance psychédélique dans les années 90. Ça va faire beaucoup de cohésion entre les différents thérapeutes en Europe, aux États-Unis. Donc voilà, c'est un personnage essentiel hein, du monde des psychédéliques. Donc à la fin des années 90, à la fin de sa vie, il y a des gens qui viennent pour l'interviewer et on lui parle notamment de sa relation aux psychédéliques en lien avec les jeunes de son groupe et ses enfants. Donc elle dit que ses enfants ont été initiés aux psychédéliques vers l'adolescence, que ça les a aidés à traverser la crise d'adolescence, que ça a rendu un peu plus clair ce qui se passait. Charlie Grob qui lui répond que euh, les Brésiliens disent ça aussi au sujet de l'ayahuasca, et aussi on revient à l'idée reçue de Dublin que c'est une mesure préventive contre l'abus de drogue, ce auquel convient Betty Eisner qui dit mes enfants n'ont jamais pris de drogue, jamais. Alors, qu'est-ce que veut dire Betty Eisner ici? Évidemment, les psychédéliques, c'est des drogues. Si on parle de substances qui ont des effets psychotropes, si on parle de substances qui sont interdites. En plus, Betty Eisner, moi j'ai consulté ses archives et dans son espèce de journal intime, dans les années 70, il y a sa fille qui rentre du lycée avec un space cake de cannabis. Ils le consomment tous ensemble dans le groupe. Sa fille, au même âge, elle consomme aussi des anxiolytiques de temps en temps. Donc, voilà, on peut déjà sur ce qui est vraiment connu, ben, on sait que ses enfants, en tout cas sa fille, son fils consomme aussi du cannabis, ont consommé d'autres substances. Je pense que ce qu'elle veut dire ici, et ce que les autres veulent dire aussi, c'est les opiacés, qui sont vraiment les méchantes drogues. Bon, encore une fois, on peut convenir que peut-être des personnes qui ont un rapport plus neutre, plus dédiabolisé sur les psychotropes ben, peuvent du coup ne pas avoir de tentation d'aller chercher des substances plus risquées. Mais encore une fois, c'est pas du tout une vérité générale et c'est plutôt des croyances qui sont liées encore une fois au fait que les psychédéliques soient des substances différentes. Il y a quand même
des usages de psychédéliques aussi dans le traitement des addictions, hein, mais là, c'est pas la question ici. Alors, dans nos sociétés contemporaines, les psychédéliques, les psychotropes en général, les stupéfiants, quoi, celles qui sont interdites, sont diabolisés. On les présente comme des produits terrifiants qui vont vous rendre fou, qui vont faire griller votre cerveau, ça ne veut rien dire, qui vont vous faire avoir des comportements totalement déviants, notamment sexuels. Donc c'est un imaginaire collectif qui est très noir, qui pèse très lourd sur les représentations des personnes qui vont consommer pour la première fois des psychédéliques. Alors parfois, bah, ça n'impacte pas leur expérience, mais parfois ça peut avoir des conséquences dramatiques. On le sait depuis les années 60 avec un sociologue qui s'appelle Howard Baker, qui est un sociologue américain, spécialiste des psychotropes, et qui, dès 1963, va expliquer que les récits terrifiants sur les psychotropes, en général, mais les psychédéliques en particulier, peuvent causer des bad trips. En fait, la personne, elle a tous ces récits en tête de le LSD va me rendre fou, donc quand je suis sous psychédélique, est-ce que je suis pas en train de devenir fou ou folle? Est-ce que je vais revenir à mon état normal? Toutes ces questions-là qui peuvent angoisser beaucoup la personne. On peut aussi avoir des angoisses liées au statut de stupéfiant, donc se dire, avoir une parano pendant l'expérience, se dire peut-être qu'il y a les policiers qui vont venir, qui vont m'arrêter, etc. Donc tout cet entourage de prohibition et de panique morale et de diabolisation rendent concrètement les substances plus dangereuses. Donc c'est très important de démystifier ces produits, d'avoir un discours qui soit rationnel, qui soit issu des sciences, pour parler de ces substances, en particulier aux jeunes, en particulier aux adolescents. D'abord parce que si vous cherchez à faire peur, si vous mentez, si vous créez des discours terrifiants sur ces substances, une partie des jeunes ne vont pas vous croire et même s'ils vous croient, si jamais ils essayent ces substances et qu'ils se rendent compte que c'est pas ce que vous avez décrit, ensuite ils seront perdus pour très longtemps pour la réduction des risques. Or, la réduction des risques, c'est essentiel. Ça permet de transmettre des informations sur la manière de consommer de façon sûre ces substances. euh, Si on a des jeunes qui se disent ah ben non, ça c'est des produits, des contenus qui sont produits par des adultes, j'écoute pas, c'est n'importe quoi, ils cherchent juste à me faire peur, bah, c'est dramatique, c'est un problème de santé publique. Donc n'essayons pas de faire peur aux jeunes, donnons-leur des informations qui sont fiables, qui sont rigoureuses et qui sont nuancées. Il y en a plein sur Internet, des contenus de réduction des risques, hein. Vous allez trouver ça très facilement, donc attention au discours. On a besoin d'adultes qui sont des ressources pour les jeunes, des personnes vers qui ils vont pouvoir se tourner pour parler de leurs usages, pour se questionner, euh, vers lesquels ils pourront se tourner s'ils ont des problèmes avec leur consommation aussi, qui vont accueillir leurs paroles avec bienveillance, sans jugement, qui seront des bons conseils et pas qui vont chercher juste à faire peur. Comme on l'a vu avec Rick Dublin, le sujet des psychotropes, ça permet d'aborder plein d'autres sujets connexes. La question du consentement, par exemple, la volonté de vouloir s'intégrer dans un groupe, le respect de ses propres limites, les questions liées à la sexualité, à la confiance en soi, etc. Donc, à partir de ce sujet-là, on peut traiter de plein d'autres sujets qui sont importants pour les jeunes. Alors je reviens sur les usages traditionnels pour voir que, comme je vous disais tout à l'heure, ben, il y a plein de mythes en fait qui montrent des femmes qui consomment des psychotropes. Par exemple, la figure de la Water Woman dans les mythes liés au peyote, ben, c'est une femme qui est perdue dans le désert alors qu'elle va accoucher, elle est proche de mourir, elle meurt de soif, etc. Et en fait, elle trouve un cactus peyote, elle va le manger. Et ça va lui permettre d'accoucher voilà, en sécurité. Euh, on, on peut penser, donc il y a des sages-femmes qui décrivent, des sages-femmes qui prennent en charge des femmes dans les sociétés traditionnelles, qui décrivent le fait que, comme c'est vasoconstricteur, les psychédéliques, bah, ça peut non seulement éviter les fausses couches et aider aussi pendant les accouchements. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a eu peut-être depuis des centaines, peut-être des milliers d'années, des pratiques euh, liées à l'observation de propriétés physiologiques intéressantes pour les femmes au moment de l'accouchement, d'utiliser ces substances-là dans les sociétés traditionnelles qui pourraient être validées aujourd'hui par des études. Donc,
il faudrait faire des études, mais c'est très difficile, évidemment, au niveau éthique, hein, de dire, tiens, cette femme est enceinte, on va lui administrer des psychédéliques pour voir si ça facilite son accouchement. Donc il faudrait pouvoir le documenter chez les populations traditionnelles, mais c'est très compliqué, évidemment, à mettre en place. En tout cas, il y a certaines communautés qui consomment de l'ayahuasca au Brésil, qui ont obtenu depuis 2010 le droit de consommer. Donc elles peuvent consommer pendant leur grossesse, pendant leur accouchement si elles veulent. Elles ne seront pas inquiétées euh, au niveau de la loi pour ça. Donc c'est intéressant de voir que le gouvernement brésilien prend en compte aussi ces traditions-là et reconnaît que ça peut avoir un bénéfice sur les femmes. Alors, il n'y a pas d'études, hein, je vous disais, sur ces questions en lien avec la grossesse, en lien avec l'accouchement, en lien avec l'allaitement derrière. C'est vraiment un manque cruel de données scientifiques sur le sujet, comme toute thématique hein, qui intéresse la santé des femmes finalement. Il n'y a pas d'études. Donc, il y a des femmes qui se regroupent entre elles pour faire leurs propres enquêtes. Vous avez une enquête ici qui a été faite par un groupe qui s'appelle Mothers of the Mushrooms. Je vous ai mis quelques éléments de leur enquête. Donc, elles ont fait, elles ont reçu plus de 400 réponses, 411 participantes exactement, dont 57% qui avaient consommé de la psilocybine pendant qu'elles allaitaient et 43% pendant qu'elles étaient enceintes. Alors c'est du déclaratif, ces personnes elles ne rapportent aucun problème lié à cette consommation, mais évidemment c'est que du déclaratif, on ne peut pas du tout se baser sur ça pour dire que ça n'est pas dangereux et que ça n'a pas de conséquences négatives. Alors, il y a plein d'informations ici qui sont intéressantes. Vous voyez les doses auxquelles c'est consommé. Donc, c'est une enquête qui a eu lieu aux États-Unis où la pratique de la microdose est plus importante. Donc, vous voyez que c'est les microdoses qui sont les plus utilisées et aussi parce qu'on on peut penser que c'est les doses qui sont les moins risquées pour le bébé. Mais vous voyez qu'il y a aussi des gens, des femmes qui consomment des fortes doses aussi, hein, que ce soit pendant leur grossesse ou pendant leur accouchement. Il y a une autre information qui est intéressante, c'est le fait que pour 76% des personnes qui ont répondu ici, la consommation, elle se fait pas de manière programmée. On se dit pas je vais consommer dans 3 semaines ce jour-là, mais elle se fait au besoin. Et donc c'est très intéressant cette question du besoin. Je vais y revenir dans un instant. Pourquoi est-ce que des femmes auraient besoin de consommer des psychédéliques à un moment particulier, soit de la grossesse, soit du postpartum? Et pour 25% des personnes qui ont répondu, elles ont suivi un protocole spécifique. Donc là, il n'y a pas hein, de protocole généralisé sur ces questions. C'est des femmes entre elles qui mettent en place ce type de choses et qui se les partagent sur les réseaux sociaux, sur des forums. Là encore, c'est vraiment très très peu étudié. Alors pourquoi est-ce qu'on aurait besoin, pourquoi est-ce que les femmes auraient besoin de consommer des psychédéliques au moment de la grossesse ou du postpartum? Je vous mets un seul exemple ici, on va en discuter ensuite, mais la grossesse, l'accouchement en particulier, c'est des moments qui sont extrêmement critiques pour les femmes dans les sociétés occidentales, parce que c'est des moments extrêmement violents. Je vous mets un seul exemple ici, un témoignage sur Reddit qui date d'il y a 3 ans, avec une maman malheureusement qui souffre de stress post-traumatique suite à son accouchement, avec une mauvaise information. On ne lui a pas dit qu'on allait l'anesthésier. Elle a pas été consciente pendant la naissance de son enfant. Elle se souvient pas du tout de l'avoir eu dans les bras, et donc elle a du mal à tisser des liens. Donc elle se demande si la psilocybine, ça pourrait aider pour soulager sa dépression, mais aussi pour se connecter un petit peu plus avec son bébé. Les discussions qui suivent dans le forum sont très intéressantes. Donc là, c'est un cas extrême, mais en fait, je vais vous montrer plein de statistiques absolument effrayantes. L'accouchement en Occident, c'est un moment de violence. Ce n'est pas forcément le cas, c'est des choix politiques qui sont faits et qui mettent en danger à la fois les femmes et les enfants. L'accouchement, il est surmédicalisé depuis la fin du 19e siècle, le début du 20e siècle, et ça cause plein de problèmes. Quand je vous disais c'est des choix politiques, même au sein des pays occidentaux, il y a des très grosses différences, par exemple dans l'épisiotomie. L'épisiotomie, c'est quand on coupe une partie du vagin pour laisser un passage au bébé. Or, on sait que une déchirure qui se fait naturellement, elle se referme plus facilement, avec moins de douleur qu'une déchirure qui a été faite au ciseau.
On fait 45% d'épisiotomie en France pour la première naissance, on en fait 10 fois moins au Danemark. Donc vous voyez qu'il y a des grosses différences qui montrent que c'est des traditions qui se font et que les choses pourraient changer en fait. Donc ça, c'est un élément. Mais cette surmédicalisation, qui a plein d'aspects, hein, on coupe la personne qui accouche de son environnement, on la met dans une pièce, vous voyez, toute blanche avec des instruments, des lumières fortes, des choses qui bipent partout. Il y a des gens qui rentrent dans la pièce en permanente, qui la touchent, parfois sans lui dire bonjour, sans lui parler, sans lui demander son accord. Donc tout ça, c'est des violences. Et les conséquences de ça, c'est que les chiffres que vous avez ici, 1 à 7% des personnes qui accouchent souffrent de stress post-traumatique. 1 à 7%. Le stress post-traumatique, c'est quand on revient de la guerre, c'est pas quand on accouche. Le corps humain est fait pour accoucher, sinon on serait pas là en tant qu'espèce, hein. Si on n'était pas fait pour ça, personne ici ne serait là. Euh, il est inadmissible que dans nos sociétés contemporaines, 1 à 7% des personnes qui accouchent souffrent de stress post-traumatique. Vous avez 5 à 20% des personnes qui souffrent ensuite de dépression postpartum. Dépression, c'est pas le baby blues, c'est pas oh, je suis devenue parent, je suis devenue maman en particulier et c'est quelque chose de radicalement transformateur et je m'inquiète et il y a des angoisses, ça c'est normal. La dépression, c'est une maladie psychiatrique, ça n'est pas du tout normal. Et le chiffre, malheureusement, qui est le plus terrible, c'est que le suicide, aujourd'hui, en France, c'est la deuxième cause de mortalité postpartum. Le postpartum, c'est 1 an après l'accouchement. Donc, évidemment que dans ce contexte-là, il y a des femmes, il y a des personnes qui cherchent, des parents, qui cherchent du réconfort, qui cherchent à avoir des expériences qui les sortent un petit peu de tout ça, qui les fassent se sentir mieux. Et comme médiatiquement aujourd'hui, on présente les psychédéliques comme le traitement de la dépression, comme le traitement des angoisses, de l'anxiété, ben, il y a des gens qui vont se tourner vers ça. Il y a aussi beaucoup de contenu sur Internet qui évoque ces questions-là. Donc, il y a beaucoup de gens qui essayent de trouver du réconfort dans l'expérience psychédélique. Alors, je vous disais, il y a très peu d'études, encore une fois, hein, sur ces questions, mais il y en a une qui vient de sortir juste là en mars, donc c'est très récent, et je vais vous en donner un petit peu les résultats. Alors, dans cet article, ils estiment que la dépression postpartum, ça touche environ 15% des personnes qui viennent d'accoucher et ça peut altérer profondément les interactions mère-enfant avec des sentiments, je vous le liste, d'inadéquation maternelle, de déconnexion, d'anxiété, de pensée obsessionnelle, de troubles du sommeil et d'irritabilité. Les auteurs, ils soulignent les facteurs de risque, c'est très intéressant. Ces facteurs de risque, donc, qui vont être plus à risque de causer de la dépression postpartum, c'est la pauvreté, la migration, les violences domestiques, sexuelles ou genrées et le faible soutien social. Aux surprises. Donc, les traitements qui existent aujourd'hui, c'est des traitements antidépresseurs. Ça demeure important, les anxiolytiques, les antidépresseurs, c'est des médicaments qui sont essentiels. Les psychédéliques ne sont pas là pour les remplacer, ça ouvre juste le champ des possibles. Mais malheureusement, les antidépresseurs, ça fait effet au bout de 4 à 6 semaines. Donc on les prend tous les jours et c'est seulement au bout de 4 à 6 semaines qu'on va avoir un effet antidépresseur. Ça, c'est un très gros problème de manière générale, mais dans un cas aussi urgent que le postpartum, évidemment, c'est un problème qui est accru. Donc, dans l'article, il donne les résultats de quelques petites études qui ont essayé d'étudier les bénéfices, notamment de la 5-MeO-DMT ou d'une molécule synthétique de la psilocybine. Elles montrent toutes des bons résultats, mais c'est des tout petits panels pour l'instant, donc on ne peut pas en tirer des conclusions. Ils en appellent évidemment à faire plus d'études. Alors, ils font des recommandations quand même, donc je vous les donne aussi parce que c'est important. Ils recommandent d'éviter les administrations très précoces, notamment dans les 6 à 8 premières semaines suite à l'accouchement, parce qu'il y a des risques cardiovasculaires qu'on connaît mal, des risques endocriniens, hépatiques, de cicatrisation et un risque accru de rechute ou de psychose du postpartum. Donc, vraiment, ne suivez pas ça pour vous dire c'est super, on va prendre des psychédéliques après l'accouchement. Je vous dis juste les études qui sont en cours et il en faut beaucoup plus avant de pouvoir tirer des conclusions, hein. Faites attention. Donc, ils disent aussi, et ça c'est intéressant, que pour l'instant dans les études, les rares études qui existent, on retrouve moins de 0,1% de substances psychédéliques dans le lait maternel. Mais là aussi, ils soulignent que
dans tous les cas, il n'y a pas assez d'études. Voilà pour ce compte-rendu très récent. Du coup, je vous disais, il y a plein de groupes hein, de femmes qui se regroupent pour essayer de faire leur propre protocole d'études, leurs enquêtes, pour comprendre un petit peu l'influence des psychédéliques euh, pour elles. Et donc, il y a notamment Hystelica qui, là, est un groupe indépendant de femmes, mais qui travaillent avec le King's College London, donc qui font des études qui sont plus scientifiques, plus rigoureuses et qui vont être ensuite publiées dans des articles scientifiques. N'hésitez pas à les suivre si vous voulez. Elles sont sur Instagram et vous voyez qu'elles postent régulièrement des enquêtes. Donc si vous voulez participer à ça, n'hésitez pas. Alors je vous ai mis quelques petits exemples contemporains de ce que j'ai pu retrouver ou ce qu'on m'envoie lié à la parentalité au psychédélique. Un papa, là très récemment, qui me décrit comment il organise sa vie pour pouvoir prendre des psychédéliques, avoir des moments spécifiques pour ça. Et donc il en prend quand il a un jour de congé, et, il prend le petit déjeuner avec son fils, ensuite il l'amène à l'école, il va faire du sport, il prend sa douche, et puis il va avoir une période pendant la journée où il va pouvoir consommer avant d'être totalement redescendu et de pouvoir aller le récupérer à l'école. Donc c'est très intéressant de voir comment il y a des parents qui euh, parviennent à s'organiser, même dans un truc très quotidien comme ça, pour pouvoir avoir des séances psychédéliques et se détendre, se reconnecter à soi, prendre un moment privilégié pour soi. Un témoignage dans le forum psychoactif qui se demande, bon là on a une enfant qui commence à poser des questions et on ne sait pas trop comment lui répondre. Chez nous il y a plein de produits, on fait pousser du cannabis dans le jardin, il y a des champis, il y a de la salvia, des pieds de coca, etc. Euh, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on lui parle? Et ça c'est vraiment une question importante, hein, je vais y revenir après, mais c'est difficile hein, dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui de prohibition d'en parler. Mais à la fois, comment le cacher aussi quand ça s'est intégré en fait à la vie de la famille comme ça. Et puis vous voyez qu'il y a beaucoup hein, de femmes qui se questionnent sur, pas tant sur la grossesse, de ce que j'ai vu en France, en tout cas enfin des contenus francophones, c'est vraiment plus l'allaitement hein, qui pose question. Donc là, une femme qui dit, je vais partir certainement aux Pays-Bas pour prendre de la psilocybine sans le bébé. Donc elle prend encore une fois un moment pour elle. Elle va, voilà, elle va se faire un voyage entre filles pour se détendre, mais elle voudrait savoir combien de temps la psilocybine reste dans le lait maternel. Elle a déjà fait des recherches pour le THC, pour lequel on a plus de données. Elle a tiré son lait en prévision, mais du coup, elle va devoir nourrir son bébé à nouveau à son retour, et donc elle se pose des questions. Et malheureusement, ben, vous voyez que c'était en 2022, on est en 2026 aujourd'hui, on n'a toujours pas de données fiables à donner aux personnes, et ça, c'est vraiment, encore une fois, un problème. S'il y a des scientifiques qui me regardent là, il faut monter des projets d'études sur le sujet, hein. Il y a une forte demande de la population générale à ce sujet-là. Alors pour terminer, on va parler des enfants et de la fête psychédélique, et notamment dans les festivals psychédéliques qui s'organisent en Europe, notamment le Boom Festival pour les plus gros, le Boom Festival au Portugal, l'Adra en France, le Ozora en Hongrie. Donc dans ces espaces psychédéliques, dans ces festivals psychédéliques, il y a toujours des espaces qui sont dédiés aux enfants, avec des activités pour eux, avec des casques aussi, hein, vous voyez, pour qu'ils puissent qui fait la musique à fond. C'est toujours très beau de voir ces enfants qui participent vraiment pleinement à la fête. Je trouve que c'est vraiment essentiel en fait de montrer à ces enfants que l'arrivée à l'âge adulte, c'est pas un truc où on fait plus la fête, où on s'amuse plus, où on se déguise plus, où on peut plus faire des choses un peu folles, où on danse plus. La danse, c'est vraiment très important. Il faut montrer à ces enfants que danser, ça fait du bien et qu'on peut lâcher prise dans la danse. Donc voilà des enfants qui, je pense, voilà, doivent être très heureux de participer à tout ça. Ce qui est aussi intéressant, c'est que, en tout cas, de ma propre observation personnelle, c'est pas du tout des données scientifiques, mais il y a beaucoup d'enfants dans ces festivals psychédéliques, mais il n'y a pas d'ados. C'est rare de voir des adolescents. Donc je pense
plein de raisons qu'on peut donner pour ça. Je pense que d'un côté, il y a des parents qui sont peut-être moins à l'aise au moment de l'adolescence que leurs enfants voient des gens qui consomment des psychotropes, qui soient vraiment dans un état modifié de conscience assez intense. Mais peut-être aussi du côté des ados, de j'ai pas du tout envie d'aller dans ce truc de hippie où il y a des gens à poil partout qui écoutent une musique de merde que moi j'écoute pas. Et donc j'avais trouvé, c'est moi qui ai fait cette photo au Boom Festival en 2022, je crois, ou 2023, d'un jeune qui était là, il était dos à la scène et il tapait du pied comme ça contre un des poteaux de la main stage, genre vraiment il peut plus d'être là avec ces cons là qui m'amènent dans l'autre bout du monde au Portugal, il fait chaud et j'en ai marre. Voilà. Donc, très intéressant de voir cette distinction entre les enfants qui kiffent à mort et puis les ados qui soit viennent pas, soit peut-être font un peu la gueule. Ça m'intéresse d'ailleurs si jamais il y a des parents qui ont des ados, si vous les amenez en festival ou pas, vous pouvez m'envoyer soit en privé, soit si vous voulez sur les réseaux sociaux, enfin en commentaire ici, n'hésitez pas. Ça m'intéresse de savoir du coup si vous amenez vos enfants, est-ce que les petits, est-ce que vous amèneriez aussi vos ados, est-ce que vos ados ne veulent pas vous accompagner et si oui, pourquoi, etc. Donc pour terminer, quelques éléments de conclusion. Il faut parler des psychotropes en général à ses enfants. Il faut que les enfants aient des personnes ressources dans leur entourage vers qui ils puissent se tourner. Donc c'est pas forcément leurs parents, mais il faut qu'ils aient des adultes comme ça pour poser des questions, pour avoir une vision nuancée de ces substances, pour pouvoir dire aussi s'ils ont des problèmes et pas être jugés. Voilà. Il faut dédramatiser la prise de psychotropes. Il faut euh, se rendre compte que les enfants, ils ont déjà vu des personnes en état modifié de conscience, notamment avec l'alcool, parfois dans des états beaucoup plus dramatiques, intenses qu'une personne qui serait sous l'influence de MDMA ou de cannabis ou de LSD, par exemple. Donc voilà, les enfants, ils sont aussi capables de comprendre, mais malheureusement, dans la société prohibitive actuelle, bah, c'est aussi hyper à risque en fait d'informer ses enfants. Ça peut être un poids très lourd pour eux de recevoir l'information que leurs parents consomment une substance qui est interdite, les risques que ça peut avoir s'ils en parlent à l'école. Donc évidemment, il faut s'adapter à l'âge des enfants et avoir des discussions qui évoluent au fur et à mesure quand on sent que l'enfant est prêt d'arriver à en parler assez librement. Mais c'est des enjeux, évidemment. Encore une fois, je ne suis pas concernée et je me rends compte très bien d'à quel point ça doit être compliqué de le faire. On a besoin de plus d'études. On a besoin de plus d'études, notamment pour savoir bah, qu'est-ce que ça fait quand des enfants sont habitués à consommer des psychédéliques ou à voir des gens qui consomment des psychédéliques dans leur entourage depuis leur plus jeune âge, comment ça impacte leurs premières vraies expériences psychédéliques par rapport à des enfants, enfin à des jeunes occidentaux qui n'en ont jamais pris, qui n'ont jamais vu personne en prendre dans leur entourage et qui découvrent ces substances de manière un petit peu brusque, un petit peu radicale à l'adolescence ou au début de l'âge adulte. Est-ce qu'il y a des différences dans la nature de l'expérience? Est-ce qu'il y a des différences dans les risques que ça peut avoir? Et puis, on a évidemment besoin d'études nombreuses, fiables, pour transmettre des informations aux personnes pendant leur grossesse, pendant leur allaitement, sur quel impact ça a de prendre des psychédéliques sur ces périodes-là. Est-ce qu'il y aurait des usages sûrs, des usages qui le sont moins? Bref, on a besoin de recherche sur tout ça. Finalement, les psychédéliques, c'est pas du tout une solution miracle, hein. Vous savez que moi, je fais pas d'exceptionnalisme psychédélique. Je considère pas que les psychédéliques vont sauver le monde. Si on dit les psychédéliques peuvent aider pour la dépression, bah, il faut peut-être se questionner, comme on l'a vu pour le cas de l'accouchement. En fait, pourquoi est-ce qu'il y a des femmes qui sont en dépression après leur accouchement? C'est parce qu'il y a plein de raisons politiques, sociales qui sont en jeu. Il faut régler ça. C'est pas les psychédéliques qui vont régler. Il faut régler le problème à la source. Donc faire très attention de pas se dire oh c'est bon, on a les psychédéliques. On n'a pas besoin de réfléchir politiquement aux choses dans notre société qu'il faudrait absolument changer pour éviter en premier lieu que les gens se retrouvent dans cette situation. Voilà, j'espère que cette présentation vous a intéressé. On se retrouve sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas. Et je vous mets toutes les ressources dans la description. À bientôt, j'espère. Merci beaucoup.